Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décrypter l'Afrique, le panel, votre rendez-vous hebdomadaire de débat et d'analyse de l'actualité africaine. Une émission coproduite avec Le Média et Vox Africa, diffusée chaque dimanche à 16h GMT, soit 17h à Paris en heure d'hiver. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Fabrice Huimot, journaliste pour Le Média, Norbert Navarro, ancien rédacteur en chef à RFI et journaliste indépendant, Wilfried Ekanga, essayiste et militant d'opposition camerounais, et Albert Moukoulou-Boundou, homme politique, membre de l'opposition en République démocratique du Congo. Nous tournons cette émission le vendredi 7 février et quand elle sera diffusée, le dimanche 9 février, le sommet de Dar es Salaam en Tanzanie sur la guerre en RDC sera terminé a priori. Mais peut-on déjà dire que les déports de cette guerre sur le terrain diplomatique, alors même que le M23, donc le Rwanda, a le dessus du point de vue militaire et en soi une victoire pour Paul Kagame? Je pose la question en premier à Albert Moukoulou-Boundou. Jusqu'ici, est-ce qu'on peut dire que Kagame a le point dans la bataille qu'il oppose quasi ouvertement à Félix Tshisekedi et au Congo surtout? Oui, mais la crise a deux dimensions. Il y a une dimension interne et une dimension externe. C'est-à-dire, le Rwanda soutient le M23 qui fait la guerre contre le régime en place, contre Tshisekedi. Il y a des avancées sur terrain, donc les troupes du M23. Avec l'AFC, l'Alliance France, pardon, pas France, l'Alliance Fleuve Congo. Lapsus intéressant. Oui, donc l'Alliance Fleuve Congo de Nanga, ils avancent. Là, ils s'approchent de la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Et ils ont des alliés dans la région de l'Ituri avec Thomas Lubanga, qui a fait allégeance au M23. Donc tous ces gens sont des alliés de Kagame, donc du régime rwandais. Mais au-delà de cet aspect de choses, il y a aussi une crise interne en République démocratique du Congo, avec cette histoire... ce projet lancé par Tshisekedi du changement de la constitution. Déjà, cette histoire remonte aussi aux élections qui se sont déroulées. Il faut le dire que Nanga, c'est celui qui a fait un deal avec Tshisekedi. C'était le président de la commission électorale. C'était le président de la commission électorale. Et il dit j'ai triché pour faire gagner donc, Tshisekedi. Ils ont conclu un accord derrière le dos du peuple qui avait voté pour le candidat de la Mouka, à l'époque, M. Martin Fayoulou. Ils se sont arrangés les deux, mais comme le deal a mal fonctionné, Nanga a pris le chemin de l'exil et il s'est associé au M23 avec l'appui du Rwanda. Ils font cette guerre. Mais maintenant, il y a aussi l'Église catholique qui s'implique et l'Église protestante pour trouver une solution à la justement, les églises, les puissantes églises congolaises veulent déjà engager un dialogue impliquant le M23. Ça veut dire que ces églises prennent acte d'une certaine manière de l'implication d'un pays voisin dans les affaires intérieures du Congo. C'est assez curieux. Mais bien sûr, puisque le cardinal était dernièrement à Kigali, je pense qu'ils sont déjà dans cette manœuvre. Dans la Une fois de plus, le Rwanda a le point. Oui, le Rwanda est là, mais ce n'est pas... la situation ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà plus ou moins 30 ans. Le 2 août 98, l'armée rwandaise, ougandaise, burundaise avait déclenché une guerre. À l'époque, c'était sous Laurent Désiré Kabila. Le prétexte, c'était les Interamwe. Aujourd'hui, on parle les Interamwe, c'est-à-dire les anciens miliciens génocidaires du Rwanda. Tout à fait. Donc aujourd'hui, dans le discours, on parle des FDLR. Donc c'est toujours les mêmes, les Hutus. Alors le Rwanda justifie sa présence là, au Congo, aux côtés du M23, en disant qu'ils combattent ses forces. Mais dans presque tous les rapports des Nations Unies, on évoque le pillage des ressources minières, l'occupation d'un certain nombre de coins du nord et sud Kivu. C'est aussi une réalité à ne pas mettre de côté dans ce que les prêtres,
l'Église catholique et l'Église protestante essayent de trouver une solution en impliquant les pays frontaliers, comme le Rwanda, l'Ouganda, et puis d'autres, pourquoi pas l'Angola, qui est en train de piloter. C'est pertinent cette méthode ? Puisque on a l'impression que Luanda a montré ses limites. Tshisekedi a dit qu'il ne voulait pas rencontrer Kagame. Et bon, je ne sais pas, dans ce que j'ai vu ce matin, il n'est pas prévu une rencontre entre les deux. Donc l'Église prend l'initiative en voyant ce qui se passe dans le pays. Vous avez suivi qu'il y a les ambassades, il y a eu pillage dernièrement à Kinshasa, on a attaqué les représentations diplomatiques. Donc la crise prend une dimension inquiétante. Et c'est ce qui pousse les hommes de Dieu à saisir cette opportunité pour essayer de rassembler tout le monde dans le but de trouver une solution à ce problème. Fabrice, est-ce qu'on peut dire que pour l'instant, c'est le Rwanda qui domine le match face au Congo, à la RDC? En tout cas, le fait que Goma soit tombé et que le M23 s'avance vers Bukavu, on a entendu aussi les déclarations assez fortes de Corneille Nangaa qui disait que l'objectif c'était Kinshasa, ce qui montre quand même que ce groupe n'en a pas fini de sa percée. Après, qu'on se le dise, entre le M23 et ses appuis rwandais, on doit être à peu près autour de 10 000 hommes. Je pense que c'est quand même assez limité pour pouvoir prendre un pays comme la RDC. Néanmoins, l'ARDL a pris la RDC. L'armée, au temps de Laurent Désiré Kabila. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, j'ai quand même des doutes sur le fait que tout le territoire tombe. On verra l'évolution. Même si une partie significative du territoire tombe, c'est déjà un problème. Et on a vu les images Évidemment. de Goma, on voit le M23 qui parade dans Goma, qui se fait accompagner la population. Il y a aussi une sorte de bataille des cœurs qui s'ouvre, ce qui n'était pas tout à fait dans la stratégie des forces en présence là-bas. C'était surtout la stratégie de la terreur. Là, on voit une stratégie de la séduction. Peut-être, mais je pense que les Congolais, globalement, sont quand même attachés au respect de la souveraineté de leur pays et qu'ils comprennent qu'il y a une force menée par un pays étranger qui essaye de prendre le contrôle. Et sachant qu'il y a derrière aussi, on le redit toujours, une spoliation des ressources de la RDC et qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est là où je confirme et je pense que Kagame est peu inquiété, c'est que malheureusement, on entend beaucoup d'indignation de la part de ce qu'on appelle la communauté internationale, mais peu d'actes. C'est-à-dire l'Union européenne qu'on avait vue très à cheval sur les questions de souveraineté territoriale quand il s'agissait de l'Ukraine, se contente de grands discours, mais a un partenariat avec ce pays qu'est le Rwanda pour plus de 900 millions de dollars de ressources minières. Donc il y a vraiment une question à se poser sur ce que font les dirigeants internationaux à part juste se permettre de rappeler à l'ordre le Rwanda. Et on peut mettre au-delà même de l'Occident parce que la Chine et la Russie, pareil, ils sont assez complaisantes envers Kagame. La Chine est quand même... Dans le discours, elle est beaucoup plus claire. La Chine n'a jamais nommé Kagame comme l'agresseur dans cette affaire. Donc, je veux bien qu'on essaye de pointer les responsabilités, mais toute la communauté internationale aujourd'hui est à la botte de Paul Kagame. Wilfried, est-ce qu'on peut dire heureux comme Kagame en Afrique ? Oui, d'une certaine façon. Tu as parlé des points marqués. Oui, il en a marqué. Il a gagné quelques batailles, comme dirait un certain général pas très connu, mais il n'a pas encore gagné la guerre. Il a gagné la bataille militaire, enfin certaines batailles militaires. Bien lui en prend. Il a pris Goma, ville très importante à la frontière. Il pourrait prendre Bukavu. Oui, il marche sur Bukavu. Il a pris déjà en avril 2024, il avait pris Rubaya, qui est quand même un site minier très intéressant. On nous dit que 15% des réserves mondiales de coltan s'y trouvent. C'est littéralement la plus grande mine du genre dans la région des Grands Lacs.
Et voilà, donc sur ce terrain, oui. Mais il n'aurait pas gagné cette bataille militaire si, par exemple, si Félix Tshisekedi avait compris que ceux auprès de qui il demande son aide ne sont pas les personnes les mieux placées pour la lui accorder, parce qu'il demande de l'aide à des gens qui ont déjà choisi leur camp. La fameuse communauté internationale, les Nations Unies, l'Europe, les États-Unis, ont plus ou moins explicitement choisi le camp du Rwanda. Tu as évoqué l'accord sur les matières premières signé en février 2024 avec le Rwanda. On ne comprend pas cette manière de faire ou dans le discours. D'ailleurs, on a vu Madame Kallas, la chef de la diplomatie européenne, sortir de grandes phrases pour condamner le Rwanda il y a quelques jours. Mais l'Union européenne allait demander à Madame Ursula von der Leyen comment c'est possible. L'Union européenne, la Commission, a signé quand même cet accord sur les matières premières avec le Rwanda, qui n'est pas un grand producteur de matières premières, mais qui est un grand exportateur de la fameuse matière qui fait les choux gras de la presse depuis plusieurs années dans la région, le coltan. Donc, il n'y a aucune envie, et il est temps que Tshisekedi le comprenne, il n'y a aucune envie de la communauté internationale de résoudre le problème, pas du tout. C'est-à-dire les gens avec qui il tente de coopérer, les gens avec qui il tente de dialoguer, les gens auprès de qui il cherche les solutions sont une partie du problème et ils ont tout à gagner. Est-ce que le problème demeure? Il est donc malvenu ou mal conseillé d'espérer encore un quelconque changement venant de ces gens-là. Il devrait plutôt nouer des alliances avec, dans ce contexte de multipolarité, avec des acteurs qui réellement viendraient dans une optique de permettre à la RDC... Des noms. À lui de les trouver, mais vous avez, on a entendu au niveau du positionnement, quand tu as dit, Fabrice, par exemple, la Chine ou la Russie qui ne se sont pas encore explicitement et également prononcés contre le Rwanda, mais c'est à Tshisekedi de choisir son camp, c'est à lui de se positionner, c'est à lui de créer son partenariat, c'est à lui de fixer une idéologie, c'est à lui de fixer un cap. La raison pour laquelle ça stagne actuellement en RDC, c'est également parce que le président de la République... lui aussi, il est dans le flou. Cette ambivalence crée un déficit de crédibilité qui fait que le jeu se retourne contre lui. Maintenant, pour finir, sur le terrain diplomatique, évidemment, ça obéit plus ou moins à la même logique. Le sommet qui va se tenir à Dar es Salaam dans 2 jours, il se sera tenu au mot... Oui, il se sera tenu, effectivement. Ce sommet-là, il faut également que les États de la SADC, la Southern African Development Countries, qui vont se retrouver, trouvent les bons mots. Soit on va discuter dans le SADC et l'EAC. Et l'EAC, oui. East African Community. Oui, dont fait partie le Rwanda, par exemple, qui n'est pas dans la SADC. Et donc on a fait cette sorte de conférence conjointe dans l'optique de trouver une solution. Mais pour trouver une solution, il faudra crever l'abcès. Si les discussions portent sur des abstractions du type nous condamnons l'agression du Rwanda, nous condamnons le M23. Du M23, on ne va pas parler du Rwanda. Non, c'est le Rwanda qui pilote le M23, Paul Kagame, un Paul peut en cacher, il y a un autre. Paul Kagame, justement, est le marionnette. La plus intéressante. Oui, il faudra pour... c'est-à-dire, il faudra, comme j'ai dit, il faudra crever l'abcès et mettre la vraie problématique autour de la table. Et élaborer, comme dans l'exemple de l'Union européenne avec la question russe, je ne sais pas, un parapluie de sanctions, des mesures coercitives, des mesures de rétorsion contre le Rwanda, plutôt que des discours creux, parce que Paul Kagame, actuellement, il rigole beaucoup de ces condamnations verbales qui ne sont pas suivies par les actes. Donc, il faudra que de ce discours débouche des actions réelles, des actions concrètes qui rappellent quand même au Rwanda que si puissant qu'il est, ou si puissant qu'il est devenu, il est quand même minoritaire dans la région et il est dans la logique de tous les États autour, de tous les États voisins de la RDC, d'aider la RDC à préserver sa souveraineté. Donc il faudra que la conférence de Dar es Salaam, pour neutraliser la marionnette M23, neutralise le marionnettiste Paul Kagame. En tout cas, on verra au moment de tourner si ça a été le cas. Mais Fabrice, avant... Juste une petite précision chiffrée qui peut donner un ordre de grandeur et aussi faire comprendre pourquoi cette communauté internationale est gênée. Le Rwanda, en termes d'exportation de matières premières, en 2022, c'est 770 millions d'euros de revenus. En 2023, on est passé à plus d'1 milliard de revenus. Donc, il y a
un gap absolument incroyable, à la fois parce que cette la communauté... puissance du forage et des découvertes minières. C'est 300 000 euros par mois l'amélioration de la compétitivité de l'économie rwandaise. Oui, voilà, de l'économie rwandaise à l'est de la RDC. Donc, je pense qu'il y a une prédation absolue sur les ressources de la RDC et le fait que ces ressources profitent évidemment à une économie mondialisée, en fait, avec une économie qui veut pouvoir produire de plus en plus d'objets électriques qui nécessitent ces matières premières, mais qui ne sont pas exploités dans des conditions qui respectent donc à la fois la souveraineté des pays, mais aussi les droits de l'homme et énormément d'autres principes qu'on devrait valoriser. Norbert, est-ce que, on va poser une question, on va mettre les pieds dans le plat, est-ce que Félix Tshisekedi est à la hauteur de l'enjeu ? On est tous d'accord sur ce plateau que la République démocratique du Congo mérite que sa souveraineté soit respectée et que l'agression du Rwanda est inacceptable. Mais est-ce que Félix Tshisekedi est à la hauteur ? Mon voisin de droite a évoqué le cas du président congolais. Moi, je voudrais souligner que s'il n'a pas été élu pour son premier mandat, comme l'en accuse, parole d'orfèvre, l'ex-président de la commission électorale, Corneille Nangaa, qui aujourd'hui veut absolument le faire tomber. Son problème, donc, pendant le premier mandat, était de se légitimer, c'est-à-dire d'éliminer tous ses adversaires de façon à pouvoir se faire élire cette fois-ci proprement pour un second mandat, et puis derrière de modifier la Constitution pour pouvoir en faire un troisième, un quatrième, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'avait d'autre choix, mais son point de départ, c'est qu'il le savait très bien, qu'il n'était pas élu. Donc il a rusé, voilà ce qu'on peut dire. Il a passé son temps à ruser avec ses adversaires pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc il y a une logique de pouvoir derrière l'action de Tshisekedi. Le Congo attendra. Oui, le Congo attendra, mais que pouvait-il faire d'autre ? Et puis surtout, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il était quand même, il avait en mémoire le parcours politique d'un homme pour lequel il avait une profonde admiration et qui n'était autre que son père et qui n'a jamais été... qui a passé sa vie dans l'opposition. Qui, lui, selon de nombreuses sources, a gagné des élections et n'a pas été installé au pouvoir. Et donc la justice a fait que... Le fils, à mon avis, était bien placé pour le savoir. Mais dans la pensée populaire, le fait qu'on l'accepte aussi, c'est que, bon, on va se dire, allez, son père a gagné, on ne lui a pas donné, donc donnons au fils, même s'il n'a pas gagné. Enfin bref, c'est une parenthèse. Ça c'est pour Félix Tshisekedi. S'agissant de ce que dit Fabrice, un pays exportateur d'une matière première qu'il ne possède pas dans son sous-sol, je vous soumets une petite expérience de pensée, très simple. Imaginez un pays qu'on va situer, par exemple, en Afrique de l'Ouest, ok ? Vous voulez faire tomber le président qui est en place. Vous organisez une rébellion. Cette rébellion attaque le pays, contrôle la moitié nord de ce pays où il ne pousse que du sable. Et brusquement, cette rébellion, avec ses proxys aux alentours, devient exportatrice de cacao. De cacao. Le Burkina Faso. Donc c'est très intéressant. Est-ce que tu peux aller faire pousser Kagame, un cacao? c'est le Compaoré de l'Afrique centrale. Donc je voilà un grand classique, non? Ne trouvez-vous pas? Et là, l'histoire se répète. À propos d'histoire, je voudrais peut-être aussi faire une remarque, et là je parle sous le contrôle de mon voisin, Albert. Merci Albert. Le président Mobutu
est tombé un jour sous le coup de boutoir d'une rébellion qui est venue comme par hasard, d'un pays voisin. Que s'était-il passé un peu de temps avant ? Il me revient, et je peux me tromper, que Mobutu avait un jour dit que les ressources du Zaïre, donc de l'époque, c'est comme ça que s'appelait le pays, appartenaient aux Zaïrois, et que c'était dorénavant le Zaïre qui allait profiter de ce magnifique trésor que contient le sous-sol de l'Est. Donc lui, à titre personnel, avait bien profité entre-temps. Mais bon, le jour où il a dit que c'était une affaire zaïroise, il a pris une rébellion qui l'a chassé du pouvoir. Et je me demande si les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Aussi bien dans la géographie, c'est pour ça que j'ai cité l'exemple d'un pays imaginaire d'Afrique de l'Ouest, que dans le temps, je cite la RDC et je cite le cas de Mobutu. Pour moi, me semble-t-il... parce que j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine et j'ai quelques souvenirs. Je pense que la chute de Mobutu, elle a été d'abord et avant tout liée à sa décision un jour de devenir souverainiste, patriotique et de faire des ressources de son pays des ressources propres aux Congolais et pas aux autres. Et donc en cela, Fabrice a tout à fait raison. Alors Albert Mokulu-Bundu, je me retourne vers vous, parce que justement, vous êtes un témoin de l'histoire. Vous avez été proche de Kabila père, qui a été le premier à prendre le pouvoir en partant de l'Est, avec la complicité du Rwanda, avec lequel il s'est finalement embrouillé, du Rwanda et l'Ouganda. Alors, la question qui revient toujours et qui semble triviale, mais qui mérite quand même d'être posée, pourquoi et comment la RDC, la grande RDC, semble si faible depuis presque 3 décennies face au petit Rwanda? Vous qui avez été dans les rouages du pouvoir, pourquoi la RDC n'y parvient pas? Pourquoi baisse-t-elle toujours les chines face à un tout petit pays quand même? Oui, mais Norbert Navarro a donné une partie de la réponse. Ce n'est pas qu'il y a 30 ans. Le Congo, le Zaïre n'a jamais eu une armée, depuis 60 d'ailleurs. Il faut revoir l'histoire pour comprendre qu'après l'assassinat de Lumumba en 61, au mois de janvier, le 17, il y a eu ce qu'on appelait les rébellions, où Laurent Désiré Kabila, Pierre Moulélé, qui était le ministre de l'Éducation de Lumumba, et toutes ces insurrections-là ont été matées, passez-moi l'expression, grâce à l'intervention extérieure. Il y a eu les Belges, les Américains, et l'ONU, à l'époque, appelée, je crois, ONUC, qui a intervenu pour mettre fin à la sécession katangaise, pour s'attaquer aux lumumbistes qui avaient pris les armes contre Mobutu Kasavubu. Et la guerre du Chaba à l'époque de Mobutu, soutenue par l'Angola, mais c'est l'armée française avec les Marocains qui ont intervenu dans le Chaba. Et depuis 30 ans, la guerre qui a commencé sous Laurent Désiré Kabila le 2 août, et Kabila et Laurent étaient un homme expérimenté, c'était un panafricain. Il a recouru parce qu'il savait qu'il n'y avait pas une armée. Il a fait venir les armées du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola, pour contrer l'armée rwandaise, ougandaise, qui avait déclenché cette guerre-là. Et donc, dans l'histoire du Congo, du Zaïre, compte tenu de ses richesses, tout est fait pour que ce pays ne puisse pas avoir une armée forte. Justement, c'est la guerre qui fabrique les armées. Le Congo est en guerre en permanence, mais n'arrive pas à fabriquer une armée. Avec l'agression rwandaise-ougandaise, il y a eu Sand City pour trouver une solution pacifique. On a connu la transition 1+4, mais il y a eu des opérations qui se sont déroulées pendant cette période. Ça s'appelait mixage et brassage. Ça, c'est la pire des choses qui puissent exister pour créer une armée. Les armées venues des rébellions, soutenues par le Rwanda, l'Ouganda, qui ont infiltré l'armée congolaise. Ce qui rend difficile aujourd'hui la résistance contre l'agression.
on a des troupes qui sont de mèche avec le Rwanda, qui sont de mèche avec l'Ouganda. Ça a fragilisé le système de défense. Voilà, on a fragilisé le système de défense. Et ce problème va se poser pendant les négociations. Parce que Tshisekedi, il refuse, ces hommes, ils disent qu'ils ne veulent pas ces opérations qui ont fragilisé notre système de défense. Mais en même temps, pendant les négociations, il y a peut-être que le Congo qui y croit. Parce que quand on voit le discours du Rwanda et quand on voit la prise de contrôle de certaines zones par les hommes en armes, en réalité, l'autre partie ne croit qu'à la force. Mais bien sûr, parce qu'en face d'eux, bon, comme l'a dit Fabrice, hein, l'armée rwandaise est là. Mais si vous avez bien suivi Nanga, il recrute partout où il passe. Il prend des jeunes qu'il met dans son comme les Kadogo de Kabila. Comme de Kadogo à l'époque. Et il va avancer certainement avec ces jeunes Congolais. Bien qu'il y a des Rwandais aussi. Mais il y a désormais, parce que avec la présence de Nanga, c'est une dimension que le M23 n'avait pas, puisque accusé d'être au service du Rwanda, puisque accusé d'être rwandais, le M23, on dit que ce sont des Rwandais, ce n'est pas des Congolais. Mais maintenant, avec la présence d'un Nanga, qui est Congolais, et qui recrute les Congolais, ça change la donne. Et ce qui a facilité, à mon avis... Donc c'est vraiment le game changer, Corneille Nanga. Ah oui, et aussi, Tshisekedi a commis des fautes importantes, notamment cette histoire du changement de la Constitution pour rester à la tête du pays. Et tout ça, ça favorise l'avancée des autres. Oui. Non, mais, Norbert Trépigne. Non, c'est pas ça, c'est que Corneille Nangaa le dit lui-même, je suis un voyou, j'ai triché. Donc c'est un peu compliqué de... Non, mais je viens réparer ce que j'ai gâté. Oui, enfin, ça me rappelle... C'est comme Guillaume Soro qui part d'affronter Ouattara, c'est-à-dire... Ou Fouché du temps de la Restauration après Waterloo. Tout le monde savait que c'était un voyou. Donc le roi l'avait pris pour pouvoir s'en débarrasser par la suite. Il valait mieux l'avoir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Corneille Nangaa, il le clame lui-même. Il dit oui, j'ai triché les élections. Donc comment voulez-vous faire de lui le futur dirigeant d'un pays? C'est pas tenable. Peu importe que ce soit... certes, il donne cette légitimité, comme vous dites... Mais on ne peut pas parler de légitimité. Congolaise. Ah, non, mais légitimité entre guillemets, d'avoir un Congolais qui porte cette rébellion. Mais clairement, un problème va se poser parce que si... Imaginons, faisant de la politique fiction, il arrivait à Kinshasa et qu'il prenait le pouvoir, lui aussi serait sur la sellette. C'est l'histoire qui se répète. Ouais, ça serait comme disait Chateaubriand, le vice appuyé sur le bras du crime. Est-ce qu'il a intérêt, lui, à arriver au bout et à être le tenant d'un pouvoir un peu sous le parrainage rwandais? Oui, il y a intérêt. Tout le monde a intérêt à être au pouvoir. Et après, on verra. Le mot de la fin sur... Albert? Oui, mais le même problème se pose avec Tshisekedi. Parce que les autres refusent de négocier avec Tshisekedi parce qu'ils ne respectent pas les accords. Il a fait un accord avec Kabila, et Nanga témoin, qui n'a pas respecté. Un an après, il a créé l'Union sacrée, il a retourné la majorité au Parlement, il a modifié les lois, il a dealé avec Kagame pour arriver au pouvoir. Kagame, président de l'Union africaine, l'a soutenu. Oui, c'est vrai, ça. Donc, il n'a pas respecté les accords avec... il avait tourné aussi le dos contre la SADC. Il a adhéré à l'EAC en violation de la constitution du pays. Donc, l'homme Tshisekedi, même avec Vital Kamerhe, il a signé un Nairobi pour qu'il soit candidat. En 2023, c'était Vital Kamerhe, pas lui. Il a jeté Kamerhe en prison. Et Kamerhe, il a ressorti. Il a ressorti. Entre-temps, le casier judiciaire était foutu. Donc, personne ne fait non plus confiance à Tshisekedi. Mais pourtant, la patrie est en danger. Donc, la patrie est en danger. Qui peut porter les espoirs légitimes du peuple congolais? C'est Tshisekedi c'est parce que c'est lui le président. Bon, c'est aux Congolais, je pense que
l'Église catholique et protestante organisent les consultations. On verra ce qu'ils vont nous proposer. Mais le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais respecté... Non, en gros, la légitimité se déplace du côté des ecclésiastiques. Historiquement, ça a été le cas au Congo. Ça a toujours été. Oui, ça a toujours été comme ça. La conférence nationale, c'était déjà Monseigneur Monsengo. Donc, les hommes de Dieu vont essayer de jouer leur rôle historique, comme ils l'ont toujours fait, dans l'espoir qu'on trouvera une solution. Là, déjà, il y a deux camps qui se dessinent. Un camp qui dit « pas de transition sans Tshisekedi ». Un autre camp qui dit il nous faut une transition sans Tshisekedi. Donc, on verra bien ce que ça va donner. On a oublié d'évoquer aussi le principe de l'intangibilité des frontières. Et j'étais à la poubelle par le Rwanda depuis fort. Oui, d'accord, mais la communauté internationale ne peut pas dire tout à la fois il faut respecter les frontières de l'Ukraine contre une agression extérieure et puis accepter une agression extérieure qui viole les frontières de la RDC. Le mot de la fin, 30 secondes pour Je ne sais pas si ça va être possible de le faire en 30 secondes, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut sortir de la naïveté. Vous avez fort opportunément évoqué la problématique de l'intangibilité des frontières qu'on ne voit pas dans les faits. Il faut que c'est-à-dire Tshisekedi, le cas échéant, sorte de cette naïveté-là qui consiste à demander aux pyromanes de faire le pompier. On voit bien la différence d'approche sur la question de l'Ukraine. On voit la flopée, la kyrielle de sanctions contre Vladimir Poutine pour exactement la même chose, sinon moins que ça, parce que dans le cas de la Russie-Ukraine, du conflit russo-ukrainien, c'est presque deux armées qui s'affrontent avec des dommages collatéraux. Dans le cas du Rwanda, c'est proprement une agression de miliciens soutenus par une armée d'un pays contre tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, des civils, tout ce que vous voulez, avec évidemment un pillage en règle des ressources minières et avec le différentiel qu'il n'y a pas officiellement une volonté de sécession du nord et du sud Kivu, comme on l'a avec les oblasts de Lugansk et de Donetsk, par exemple, dans le cas de la Russie-Ukraine. Et donc, Tshisekedi devrait réaliser la difficulté qu'il y a à diriger un pays. Quand on veut diriger, quand on aspire à diriger un pays, on ne doit pas simplement se contenter du faste du pouvoir. On doit aussi en épouser les contraintes. Les faits sont là, ils sont devant nous. L'Union européenne a signé cet accord de coopération avec le Rwanda. L'accord inclut justement un partenariat favorisé sur la commercialisation de matières premières que le Rwanda ne possède pas. La France d'Emmanuel Macron a signé pour 3 ans, puis pour 3 ans supplémentaires, un accord avec l'organisme, le détachement du ministère des Affaires étrangères rwandais, le fameux Visit Rwanda, qu'on voit dans les stades en Ligue 1, qu'on voit en Premier League, qu'on voit en Allemagne. Tant et si bien que la ministre congolaise des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, a écrit au Paris Saint-Germain, au Bayern de Munich, à Arsenal, justement, une lettre où elle demande comment est-il possible pour vous de dormir de vos deux oreilles devant la réalité du fait que ceux avec qui vous coopérez, la destination que vous vendez, commet exactement ce que vous reprochiez à la Russie de l'autre côté. Mais on voit bien l'inaction de l'Union européenne, on voit l'agitation verbale même d'Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies, mais il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire, il y a un mandat d'arrêt international contre M. Nanga, c'est de la rigolade. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas mandat d'arrêt international contre Paul Kagame s'il y en a un sur Vladimir Poutine ? Merci à vous, Albert, Fabrice, Norbert et Wilfried. Merci à vous qui nous regardez, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Rendez-vous bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.